Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. La crise sanitaire pèse plus que jamais dans notre morale. Oh, c'est à moi de bugger. On va y arriver. Excusez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. La crise sanitaire continue plus que jamais de peser sur notre morale. Ce reconfinement répond à l'impératif sanitaire. On le sait, nous ferons le point sur l'épidémie dans notre région. Et si jamais vous déprimez, si vous êtes sujet au stress et à l'angoisse, on a peut-être la solution pour vous. Et si vous vous mettiez à pratiquer le tai chi ou le qigong, ces disciplines participent, vous allez le voir, à fortifier le corps et l'esprit. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan. Salut Anne Fanté, alors tu parles de tai chi, moi je suis déjà à fond, mais je ne maîtrise pas encore, donc je vais vous écouter attentivement. En attendant, moi ce matin, je vous propose de visiter l'un des 78 centres des Restos du Cœur en Bretagne, parce que ici, grâce à l'entraide et à la solidarité, on ne déprime jamais. C'est vraiment, on donne, et vous allez nous expliquer tout ça. Marcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-responsable de ce centre des Restos du Cœur à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Exactement, Et oui. à première vue, quand on voit le bâtiment, je trouve que vous avez un beau bâtiment. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Alors, on est très gâtés. On est là depuis avril 2019, très exactement. C'est la ville qui a construit cet endroit-là. Alors, on va vous faire visiter justement ce centre et vous allez commencer par nous expliquer comment se passe la distribution Une des distribution. denrées. Alors, je vous laisse nous montrer. Ça commence avec une petite carte. Alors, chaque personne accueillie a une carte sur laquelle figure son numéro d'inscription qui détermine son horaire de passage. Elle s'enregistre à l'entrée et nous lui donnons ce petit carton blanc actuellement sur lequel il y a le nombre de personnes de la famille et qui détermine le nombre de personnes qui détermine le nombre de points. Alors nous, on est une famille de 5. Une famille de 5 aura droit à 30 points. 30 bons points. Alors, et elle va commencer chez nous par le rayon dessert. Alors voilà, justement, donc à chaque rayon, on a le droit à 30 points. À chaque rayon dessert 30 points, rayon légumes 30 points, rayon crèmerie 30 points, rayon viande, conserve. Avant d'aller au rayon dessert, parce que c'est mon préféré, j'aimerais quand même qu'on approche du rayon des fruits et légumes, parce qu'ils sont très très beaux ces fruits et légumes. Venez avec moi Marcel, c'est vous le maître des lieux ici. Du coup, le nombre de points, c'est vraiment pour réguler? Oui, voilà. On recherche à établir un équilibre alimentaire dans chaque famille. Donc là, par exemple, la famille aura droit à 30 points dans les légumes. Ça va se partager en 15 points, disons, en légumes frais et 15 points en conserve. On n'a pas le droit de prendre que des desserts? Non, du tout. Ça, c'est dommage. Et là, par exemple, pour les desserts, il y aura sensiblement la moitié en fruits et l'autre moitié en dessert chocolaté ou confiture. Alors justement, on va aller voir Annie, qui est la responsable des desserts. Excusez-moi, messieurs, dames, je vous interromps, on est en direct. Oui. Priorité au direct, tenez. Annie, bonjour. Vous pouvez reparler à Annie juste après. Annie, bonjour déjà. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole au Resto du Cœur? Ah bah là, j'ai commencé en septembre à Fougères parce que je suis venue à Fougères depuis le mois de mai. Et avant, j'étais en Anjou, où là, je suis allée au Resto du Cœur pendant quelques années. Bon, j'ai dû arrêter parce que mon mari était malade, donc j'ai pas pu continuer. Mais là, maintenant... Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être la reine des desserts? Eh ben moi, j'aime bien déjà accueillir... c'est moi qui accueille la première, les gens. Donc, j'essaie un petit peu de leur redonner un peu de sourire. Mais bon, avec tous ces petites friandises, les petits gâteaux, les choses qui font plaisir...
Puis les gens aiment bien trouver des plaisirs pour leurs enfants, quoi. Hein, donc on essaie de les satisfaire. Je vous laisse parce que la distribution commence dans quelques heures. Hein, c'est tous les mardis après-midi. Oui. Et à tout à l'heure. Oui. Et tous les vendredis après-midi, on va continuer à passer la matinée avec vous, Marcel. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ici? Alors moi, je suis bénévole depuis janvier 2014 et co-responsable depuis novembre 2015, donc ça va faire ma 6e année. Bon, on continue à visiter le centre avec vous. Oui. Venez par là, je vais aussi vous montrer un autre rayon qui d'ailleurs va me permettre de faire une super transition puisqu'on va passer dans les stocks. On a plein de choses à mettre en rayon. Autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. C'est drôle celle-là. À tout à l'heure, Evan. Je vous le disais au début de l'émission, on fait le point ce matin sur l'épidémie en Bretagne avec vous, Jean-Marc Chaplin. Bonjour, vous êtes infectiologue au CHU de Rennes. Alors, docteur, on n'a pas échappé à la deuxième vague. Le taux d'incidence s'élève aujourd'hui à 191,1 cas pour 100 000 habitants. Ce chiffre est en nette accélération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le taux d'incidence en fait traduit le nombre de nouveaux cas de patients qui sont dépistés pour le Covid. Donc ça va effectivement concerner l'ensemble de la population et ça va être le reflet global de l'activité de l'épidémie dans notre région. Et cette accélération rapide, elle dépasse aujourd'hui les prévisions ? Alors, ça a toujours été très difficile de prédire dans cette épidémie. On avait eu différents modèles qui testaient différentes hypothèses. Il est certain que l'été qu'on a passé et la rentrée avec une circulation virale quand même toujours existante a quand même été à la base de ces taux d'incidence maintenant observés. On peut le dire aujourd'hui, la situation est inquiétante. Alors les indicateurs sont effectivement tous au rouge. Donc vous avez signalé le taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas. On a le nombre de nouveaux patients vus en médecine générale qui augmente très fortement. Et aussi concomitamment le nombre d'hospitalisations qui a aussi augmenté de façon très forte, notamment en hospitalisation conventionnelle comme en réanimation médicale. Justement, il y a aujourd'hui 504 patients Covid dans nos hôpitaux bretons, dont 77 en réanimation. Comme partout dans le territoire, les semaines à venir seront difficiles. Oui, voilà, puisque on peut espérer un effet du confinement retardé par rapport à la date de début. Donc il est vraisemblable que dans les prochaines semaines, on ait une augmentation du nombre de patients, donc du taux d'incidence, et par écho du nombre de patients hospitalisés en réanimation et en conventionnel. Et quel est l'état d'esprit dans le corps soignant, notamment au CHU de Rennes ? Alors l'état d'esprit reste bon. C'est vrai qu'on a eu cette période estivale qui a permis quand même de souffler, qui a permis aux soignants de prendre leurs vacances. Donc on aborde effectivement cette deuxième vague de façon assez déterminée, en sachant que on est aussi un petit peu fatigué de reproduire ou de reconduire finalement certaines difficultés qu'on avait connues au mois de mars. Donc voilà, on reste assez vigilant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même une relative lassitude. Parce que la situation s'annonce pire qu'en mars dans les hôpitaux, clairement. Oui, c'est ça. Oui, pour la Bretagne en particulier, qui a été quand même très préservée par le premier confinement du mois de mars. Là, la situation est très différente, puisque la circulation est beaucoup plus active sur l'ensemble du territoire, Bretagne compris, et qu'on s'annonce effectivement dans les hôpitaux en particulier à une suractivité liée à la prise en charge des patients Covid de façon beaucoup plus importante que celle qu'on a connue au mois de mars. Et justement, est-ce que des renforts sont déjà prévus pour venir consolider les équipes soignantes? On parle beaucoup du plan blanc. Oui, alors c'est ça, les plans blancs sont déclenchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les seules ressources dont on peut disposer à l'hôpital sont liées à la déprogrammation des autres activités médicales dans l'hôpital. Il n'y a pas sinon d'autres ressources que celles-ci. Donc effectivement, les ressources sont possibles, mais au prix de déprogrammer les autres activités médicales et chirurgicales dans les hôpitaux. Et justement, c'est ça l'équation, comment continuer la prise en charge des patients Covid et ne pas reprogrammer comme on l'a fait en mars, parce qu'on ne peut pas continuer continuellement à reprogrammer les urgences médicales, parfois. Alors, tout à fait. Donc, c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver entre ce qui doit effectivement être mis en œuvre pour ne pas faire perdre de chance les patients devant une pathologie urgente, mais de pouvoir libérer tout ce qui peut être finalement déprogrammé
pour pouvoir donner plus de ressources à la prise en charge des patients Covid. Donc c'est effectivement un équilibre de tous les jours pour savoir quelles activités on va programmer et déprogrammer. Et beaucoup s'interrogent aussi sur le calendrier du vaccin. Où en est-on dans la recherche? Alors la recherche a avancé très vite, avec notamment des enjeux de santé publique majeurs, mais aussi des enjeux financiers, bien évidemment. Donc on a beaucoup de candidats vaccins qui sont quasiment prêts à être utilisés en population générale. Donc on peut espérer effectivement dans les prochains mois la mise en place d'un vaccin, en tout cas en France, avec encore la difficulté de trouver une logistique qui puisse permettre de proposer ce vaccin au maximum de personnes dans un délai raisonnable. Il y a aussi des essais qui se font aux États-Unis et en Chine. Qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là pour l'instant ? Alors les recherches avancent vraiment très très vite. On est sur les phases ultimes de développement du vaccin. Donc les vaccins vont être quasiment prêts, comme je le disais, pour l'usage en population générale. Sur la situation en Chine, on est un petit peu plus prudent de fait d'informations qui ne sont pas toujours tout à fait vérifiables. Donc, mais en tout cas sur les avancées vaccinaux, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, on a quand même bon espoir d'avoir une solution rapide. Il faut avoir en tête aussi qu'il va falloir mettre en place ces vaccins, vacciner un maximum de personnes. Ça aussi, ça va prendre du temps. Et c'est une organisation qui est compliquée à mettre en œuvre, c'est ce que vous me disiez aussi. Oui, tout à fait. Ça va être une logistique donc nationale, avec une organisation qui va être nationale, qui va devoir être déclinée sur le plan local. Donc tout ça nécessite effectivement un travail en amont qui va être important. Et encore après, il va y avoir toute la pédagogie pour expliquer l'intérêt du vaccin. Je rappelle quand même qu'un vaccin a des vertus altruistes, qu'il faut aussi penser aux autres et que c'est en se vaccinant qu'on protège aussi les autres, comme les mesures que l'on préconise aujourd'hui pour limiter au maximum la transmission du virus. Donc ça, voilà, il va y avoir un gros travail de pédagogie à faire auprès de la population et puis une logistique, comme vous le dites, importante. En tout cas, ce dossier. En attendant de trouver le vaccin, voici quelques conseils si jamais vous êtes amené à devenir cas contact avec une personne malade du Covid-19. Regardez. Bah t'en fais une tête. Je viens d'apprendre que je suis cas contact. On appelle cas contact quelqu'un qui a été en contact à risque, c'est-à-dire sans masque, par exemple au cours d'une discussion ou d'un repas, avec une personne testée positive à la Covid-19 au cours des 14 jours précédant le diagnostic de celle-ci. 3 consignes s'imposent alors à vous. Vous isoler, vous faire tester et surveiller votre santé. L'assurance maladie prend d'ailleurs contact avec vous. Si vous vivez sous le même toit que la personne malade ou si vous présentez des symptômes, faites le test PCR nasal immédiatement. Si vous ne vivez pas avec la personne malade, attendez 7 jours après votre dernier contact pour faire le test. Avant, c'est inutile, vous pouvez être un faux négatif. Pas besoin d'ordonnance, c'est gratuit et vous êtes prioritaire. Voilà pour ce point santé. Merci docteur. Alors, la crise du Covid-19 nous met aussi mentalement à rude épreuve. On vous fait découvrir ce matin des disciplines qui participent au bien-être du corps et de l'esprit. Bonjour Martine Laudrin. Vous êtes la référente en Bretagne et Pays de la Loire de la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois. Sophie, vous pratiquez le Tai Chi Chuan. Et Sybille Plié, vous nous parlerez tout à l'heure de votre projet Atlantic Rebirth. Bonjour à toutes. Alors d'abord, chacune, comment vous abordez ce confinement? Est-ce que vous êtes plutôt sereine, stressée, Martine? Alors moi, je suis plutôt sereine. Bon, j'ai par le passé été confrontée à un virus, donc je m'en suis sortie, je connais le chemin. Donc aujourd'hui, en termes de prévention, je suis vraiment très vigilante. De plus, je pratique depuis de nombreuses années le Tai Chi Chuan. Donc je pratique tous les jours pour ma propre santé. Pendant ces périodes de confinement, je propose aussi à mes élèves de me rejoindre par visioconférence pour les accompagner s'ils ont des blocages, pour les motiver. Je leur envoie des vidéos. On va revenir sur cette pratique. Sophie, comment vous appréhendez ce reconfinement? Alors sur un plan professionnel, le soir de l'annonce, j'ai eu un petit temps de flottement. Et puis comme c'est le deuxième confinement, j'ai repris tout de suite des habitudes professionnelles, mais aussi personnelles. Et je sais maintenant comment prendre du recul et comment me détendre grâce à la pratique du tai chi
notamment. Sybille, on ne se laisse pas abattre par cette actualité morose, ces temps difficiles? Écoutez, moi je suis passée en cours à distance et puis je prépare mon projet encore à distance. Et on garde espoir pour que ce projet se fasse. Et on va y revenir tout à l'heure. Je vous propose maintenant de découvrir un petit peu ces pratiques anti-stress en temps de Covid et on vous retrouve tout de suite après. Avec la Covid, je suis trop stressé. T'as essayé le Qigong? Avec le confinement, les pratiques apaisantes comme le yoga ou les cours de méditation sur Internet ont connu un grand succès. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 sont toujours inquiets à cause de la situation sanitaire. Méditation, tai chi, qigong, autant de moyens accessibles à tous pour retrouver la paix intérieure, l'harmonie et réconcilier corps et esprit. Proches par leur philosophie, ces 3 disciplines le sont également par leurs bienfaits, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et de la mémoire. Le tai chi et le qigong, qui font travailler gestuelle et respiration, apportent en plus un développement de la capacité pulmonaire, de la souplesse, de l'équilibre et de la tonicité, ainsi qu'un maintien du capital osseux et une amélioration de la qualité du sommeil. Et ce n'est pas tout. Leur pratique régulière contribuerait également à diminuer les douleurs chroniques, réguler la tension artérielle, abaisser les risques cardiovasculaires et renforcer le système immunitaire. Bref, pour garder la forme et rester zen, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors Martine Ledrin, le tai chi et le qigong, ce sont 2 disciplines originaires d'Asie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, le tai chi chuan est souvent considéré comme une gymnastique chinoise, mais à finalité martiale. Le qigong vient plutôt du patrimoine de la médecine chinoise. C'est un travail de respiration, c'est un travail au fil des saisons sur les différents organes et qui est plus statique. D'accord. Voilà. Le tai chi chuan est quelque chose qui est plus en mouvement. On dit aussi du tai chi chuan que c'est la méditation en mouvement, puisqu'au fil du temps, on arrive... alors très rapidement, au bout de quelques semaines, des nouveaux pratiquants arrivent à se sentir bien, à retrouver du bien-être. À partir de quelques mois, la concentration s'installe. Et après plusieurs années, ils arrivent à se faire plaisir avec l'aspect martial, qui permet aussi de modifier le geste et d'arriver à un geste juste. Et dans ces 2 disciplines, c'est l'énergie qui est au centre de tout, finalement? Oui, alors on parle beaucoup de cette énergie, mais on l'a tous en nous. Par nos modes de vie, nos stress professionnels et de la vie familiale, on a des blocages et on apprend à redécouvrir son corps, à réaligner ses pièces osseuses, on apprend un ancrage, on essaye de faire trouver le relâchement à nos élèves. Ce qui est très important aussi, ce sont nos pieds. Et on voit au bout de quelques temps une modification de notre façon d'être, notre façon de nous déplacer. Et ça a été expérimenté par une étude avec un podomètre. En fin de compte, les pratiquants débutants font plus de pas et plus d'efforts que les pratiquants qui ont déjà plusieurs années. Sophie, vous pratiquez le tai chi chuan. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé, comme dit Martine? Oui, on change beaucoup dans sa posture, dans son maintien. On aligne le haut et le bas. J'ai pratiqué d'autres sports avec un bénéfice physique, mais il n'y avait pas ce bénéfice mental aussi qu'apporte le tai chi. Parfois, en pratiquant un autre sport, j'avais un petit vélo dans la tête qui continuait. Je pensais à la journée qui s'était passée ou à celle du lendemain. Et avec le tai chi, il y a vraiment une concentration. On est vraiment en pleine conscience dans la pratique. Et ça apporte beaucoup de décontraction. Tout en travaillant. Donc cette pratique, elle vous a aidé à traverser ce premier confinement. Comment ça vous a aidé? Alors oui, là, sur le plan professionnel, mon activité, je suis formatrice en santé, sécurité au travail, donc ça a été complètement interrompu. Et donc beaucoup d'angoisse sur l'après. Et puis surtout, on allait sortir du confinement, mais sur des mois de juillet et d'août, où moi, mon activité est très creuse. Donc voilà, grosse angoisse. Et puis cette pratique du tai chi, avec Martine, permettait de retrouver la relaxation dont je parlais. Et puis vraiment, après
après avoir pratiqué, on a une détente, un lâcher-prise qui permet de retrouver le sommeil aussi, d'être vraiment dans une très bonne détente et puis de prendre du recul sur la situation. Justement, le Tai Chi et le Qigong, ça s'adresse à tout le monde peut le pratiquer, Martine? Oui, alors on le pratique à partir en général de 20-25 ans et on a nos aînés qui ont jusqu'à 85 ans. Donc on est toujours émerveillés quand on a une personne de 85 ans qui nous dit « ce mouvement, c'est quoi l'application martiale ?» Donc voilà, des gens qui arrivent. Moi, j'ai une petite dame qui me suit depuis un certain temps. À 73 ans, les coups de pied lui font pas peur. On a commencé le travail à deux, les applications martiales, le sabre, et elle est partante à chaque fois. Et on en prend soin, on est toujours très, très fiers de l'avoir avec nous. Et donc non, il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Docteur Chaplin, c'est important de soigner son corps et l'esprit. C'est des choses qu'on ne fait pas suffisamment dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense qu'en France, de façon plus globale, en Occident, c'est vrai qu'on n'est pas très porté sur la prévention. Et je crois que c'est effectivement des éléments très importants. Et encore plus dans cette période-là, ce que vous proposez, ce que vous développez me paraît vraiment tout à fait adapté justement à essayer, vous l'avez bien dit, diminuer le stress, à essayer effectivement de faire fonctionner son corps et d'associer le mental. Ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux et qui participent bien aussi à la prévention d'un certain nombre de problèmes médicaux. Donc oui, j'encourage vraiment vivement les personnes à pouvoir au moins essayer, ou en tout cas à trouver une activité qui puisse vraiment les apaiser, tant sur le plan physique que moral. Et ce qui est important aussi dans toutes ces disciplines dont on parle ce matin, c'est cette idée de chemin. Martine, vous disiez que c'était hyper important. En fait, c'est un chemin propre à chacun. Tout à fait. C'est-à-dire que il faut avoir la curiosité de venir découvrir le Tai Chi Chuan. Certains, au premier abord, vont dire « Oh, c'est trop lent, ça ne me plaît pas ». Il faut se donner du temps, découvrir la pratique. Le fait que ça soit chinois, du coup, on rentre aussi dans un voyage, la philosophie chinoise, l'enseignement chinois. Donc, c'est ce qui permet aussi aux gens de tenir. Et puis, j'en reviens toujours à ce côté un petit peu martial qui se fait pas, on ignore nos muscles, on est vraiment dans le relâchement et voilà, donc on se fait plaisir aussi, c'est ça qui est important et on est vraiment dans la pratique corps-esprit et coordination du haut et du bas. Sylvie, vous seriez tenté de pratiquer, de tenter le Tai Chi Chuan et le Qigong Je pense que c'est hyper intéressant, et comme vous disiez tout à l'heure, même pour aider au niveau moral. Et je rebondirai peut-être un peu là-dessus tout à l'heure. Ah non, mais vous pouvez en parler. Vous avez été atteinte d'un cancer du sang. Oui, tout à fait. Et justement, dans ces épreuves-là, le bien-être mental, il est aussi capital. C'est une arme pour lutter contre la maladie. D'ailleurs, le sport est très recommandé pour lutter contre une maladie, garder le moral qui est très important. Donc je pense que même proposer du tai chi aux enfants, par exemple, à l'hôpital, pourrait être hyper intéressant. Alors ça commence à être mis en pratique alors pour les adultes, le Tai Chi Chuan, et aussi beaucoup d'entreprises sollicitent aussi sur des temps de pause de la pratique justement pour détendre les employés, qu'ils arrivent à retrouver. Alors on travaille beaucoup sur la verticalité, sur notre hachis. Et la respiration aussi, je crois. Alors la respiration en Tai Chi Chuan, on n'a pas d'exercice respiratoire. On ne bloque pas notre respiration, on la laisse s'installer dans le mouvement. Et c'est à travers ce relâchement, et plus on perfectionne, et plus on arrive à relâcher complètement. Et voilà, après, en un coup d'œil, on voit où la personne en est dans sa pratique. Il n'y a pas besoin de... Et Sophie, que diriez-vous à ceux qui souhaiteraient tenter l'aventure? Par quoi on commence? Parce que comment vous êtes tombée d'abord dans le Tai Chi Chuan? Alors moi, c'est une longue... c'est presque une longue histoire. Je vivais en Afrique et mon père me déposait tous les matins au collège. On passait devant l'ambassade de Chine et je les voyais pratiquer sur la plage et c'était hypnotisant. J'attendais ce moment-là tous les matins. Et après, voilà, je m'y suis un peu intéressée, mais je n'ai pas vraiment trouvé de cours. Et c'est là où j'ai essayé d'autres sports, mais sans jamais vraiment avoir ce lâcher-prise. Et puis il y a 2 ans, j'ai été au Forum des associations, puis j'ai découvert Petit Dragon du Golfe. Et voilà, et on commence par des séances, on en parlait ce matin avec Martine, on commence par des séances, et ça c'est important, d'essais.
parce que voilà, ça peut ne pas convenir. C'est vraiment un sport qui se pratique lentement. On ne pense pas à sa respiration, mais sa respiration s'accorde avec ses mouvements lents. Je pense qu'on n'est pas très loin de la cohésion cardiaque, parce que vraiment, comme c'est lent, on apprend à respirer de toute façon lentement. Et puis, il faut persister, parce que c'est vrai que les 2-3 premières séances, on ne voit pas l'application martiale. C'est plutôt comme une danse, tout en fluidité. Donc, il faut persister. Et après, voilà, c'est pour ça que ça peut être un chemin qui peut être pris de manière rapide par certains et plus lente par d'autres. C'est mon cas. Mais voilà, c'est très bénéfique c'est ça. Oui, très bénéfique pour les articulations. Et après, on a parlé effectivement au niveau du sommeil, au niveau de la gestion du stress. Moi, j'avais des problèmes de dos, très bénéfiques aussi pour le dos, puisqu'on apprend à se tenir. Vous vendez bien, en tout cas, l'activité. Vous êtes hypnotisante, Sophie. Rejoignez-nous, merci. Merci Martine, merci Sophie de nous avoir éclairé sur notre dossier du jour. J'espère que ça va aider nos téléspectateurs qui nous regardent. Allez, on marque une pause. On part retrouver Evan. Evan qui est aujourd'hui du côté de Fougères au sein des Restos du Cœur. Exactement, et je suis avec Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes, comme Marcel, qu'on a vu tout à l'heure, le co-responsable de ce centre des Restos du Cœur de Fougères. Tout à fait. Et on commence devant ce portrait de Coluche, parce que j'aimerais bien savoir si les missions et les valeurs des restos, elles ont changé depuis leur création en 1985. Les valeurs n'ont pas changé, c'est toujours l'aide aux personnes les plus démunies, les personnes qui sont en détresse. Voilà. Après, les missions ont changé. Les missions de la base alimentaire à la date de 1985. On est arrivé aujourd'hui à beaucoup d'activités diverses. Les bébés, l'aide à la personne. Oui, il y a des aides juridiques ici. Il y a l'aide juridique, l'accompagnement des personnes. Et diverses activités ont évolué dans tous les centres qui se sont multipliés ces dernières années, tout simplement. Voilà. Alors là, on est juste à côté de votre surface de distribution dans les stocks. C'est un peu comme d'être dans un magasin, dans une grande surface. Vous avez les mêmes contraintes en termes de gestion des stocks. Et justement, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Ici, on a préparé divers exemples de produits que vous pouvez avoir. Parlez-nous des provenances, d'où viennent tous ces produits? Alors, tout ce que vous voyez qui est étiqueté en jaune, entre autres, qui est marqué FEAD, ce sont les produits européens. Donc l'Europe achète, par exemple, voilà. Et donc une distribution obligatoire, mais répertoriée dans tous les centres. FEAD, c'est Fonds européen d'aide aux personnes, tout simplement. Voilà. Et alors, on a à l'opposé des donations de la solidarité beaucoup plus régionale, avec notamment des légumes qui viennent du Finistère. Alors, les légumes viennent de différentes bases logistiques de la région, entre autres, comme ici. On a patates douces, patates douces, choux, petits marrons. Voilà. Tout revient sur des bases logistiques qui sont qui reviennent à Rennes, tout simplement, et redistribuées surtout sur les 17 centres du département. Et alors la collecte nationale qu'on voit, on voit des fois vos collègues bénévoles à la sortie des supermarchés, ça arrive ici aussi? Alors, tous les produits de la collecte nationale, comme on voit là-haut, tout simplement, qui sont répertoriés, arrivent ici, sont triés et redistribués. Alors, cette partie collecte nationale, normalement, elle est faite pour la campagne d'été, pour se subvenir à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, avec la période Covid, on ne se suffit pas avec les produits qu'on a collectés. Voilà, tout simplement. Justement, est-ce qu'avec la période actuelle, vous ressentez une augmentation des personnes accueillies ici? Alors, pour ce qui est de Fougères, on a une augmentation d'environ 15% des personnes aidées depuis un mois et demi, avec de nouvelles entités de personnes qui arrivent, c'est-à-dire ici à Fougères, c'est nouveau, les gens du spectacle, notamment les intérimaires, et puis quelques personnes qui sont au chômage, voilà, tout simplement. Alors vous parliez de la campagne d'hiver, elle commence dans quelques jours, il y a notamment des dates d'inscription. Voilà, donc il y a des inscriptions le vendredi 13, lundi 16, 17 et 19 novembre, donc la journée entière. Et on vient, et là on a un entretien individuel. Alors il y a un entretien individuel entre chaque personne. Ce n'est pas un contrôle, c'est justifier leur passage au resto, tout simplement. Voilà ce qu'on le demande. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont acceptées parce que leur niveau de vie est très très bas. Et toute cette inscription se fait en fonction d'un barème qui est défini au niveau national.
Toutes les infos sont sur le site des Restos, évidemment. Voilà, moi, je on vous propose retrouve de se retrouver dans quelques minutes parce que les Restos du Cœur, c'est aussi une boutique avec des vêtements. Et là-bas, on a 2 bénévoles qui sont un peu nos Christina Cordula qui nous attendent. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de minutes. Merci beaucoup, à tout à l'heure Evan. On passe maintenant à notre volet solidarité. Vous le savez, chaque jour, on vous incite à vous engager sur notre territoire pour venir en aide aux plus fragiles d'entre nous. Voyez notre idée du jour. J'aimerais bien m'engager contre le cancer. Mais quoi faire? Contacte une association et tu verras. La principale association est la Ligue contre le cancer. Elle s'engage tout au long de la maladie, avant, pendant et après. Avant, en menant des actions de prévention et de dépistage, et en finançant la recherche. Pendant, en accompagnant les personnes malades. Et après, en favorisant le retour à l'emploi. Vous pouvez donc vous engager sur plusieurs terrains. Prévention, accompagnement et défense des personnes malades, mais aussi accueil et secrétariat. Sont prévus pour commencer un entretien individuel et par la suite des formations gratuites. Sylvie, 58 ans, s'est engagée dans une mission de compétences de 15 mois. Je suis au service communication et je m'occupe de recevoir tous les appels des contributeurs qui veulent organiser des manifestations au profit de la Ligue contre le cancer. Je suis très heureuse de faire cette mission car je rencontre des gens merveilleux qui sont investis et qui font un travail qui leur plaît. Et moi, chaque soir, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu utile. Pour devenir bénévole contre le cancer, prenez contact avec votre comité départemental de la Ligue contre le cancer. Vous y trouverez votre place. Trouver sa place ou alors imaginer une traversée contre le cancer. C'est votre projet, Sybille Pied. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez cofondé le projet Atlantic Rebirth. De quoi s'agit-il? Racontez-nous. Alors en fait, c'est un projet qui vient d'une histoire personnelle. Parce qu'en août 2018, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Hodgkin, donc qui est un cancer du sang. Et donc c'est vraiment via cette histoire qu'on a décidé de monter ce projet avec des personnes de mon école, Neoma Business School. Donc j'ai suivi de la chimiothérapie et de la radiothérapie pendant presque 1 an. Et donc à la fin de cette année, on m'a déclarée en rémission et j'ai intégré mon école. Et je me suis rendu compte que c'était important en fait d'apporter de l'espoir parce que le côté psychologique dans un cancer est très important dans la rémission. Donc voilà, c'est via ce projet, on aimerait apporter de l'espoir aux enfants atteints d'un cancer qui sont hospitalisés. Donc on va rediffuser cette traversée dans différents hôpitaux en France. Donc montrer un peu ce qu'on fait au quotidien sur le bateau. Donc une traversée qui se passe des Canaries aux Antilles. Et voilà, à la fin de cette traversée, c'est vraiment reverser les fonds pour l'association Cheer Up. Donc Cheer Up, c'est une association qui est présente dans différentes écoles françaises, notamment à Neoma Business School. Et donc voilà, c'est une association d'étudiants qui aide les enfants atteints d'un cancer à réaliser leurs projets. Et le départ, ce serait pour quand? Donc février 2021, on part des Canaries et on part de Toulon en janvier. Et j'imagine que le contexte sanitaire bouscule un peu votre programme. Comment vous vous projetez par rapport à ça? Oui, alors malheureusement, on essaye de tout faire pour que ce projet se réalise et qu'il y ait le moins d'impact possible. Surtout que même pour les enfants qui sont hospitalisés en ce moment, c'est d'autant plus dur, ils sont plus isolés. Donc voilà, on va réaliser les travaux sur le bateau pour la traversée normalement en novembre. On va essayer de partir en février, coûte que coûte, parce qu'on a vraiment envie de réaliser ce projet qui est mis en place depuis pratiquement 1 an. Et vous êtes navigatrice dans l'âme? Vous connaissez un peu le monde du bateau? Alors oui, c'est une passion familiale. J'en fais une fausse question. 2 ans. Je précise. Et oui, c'est une passion qui s'est, on va dire, transmise en effet, et qui m'a vraiment, que j'ai eu envie de continuer avec cette maladie et après cette maladie, donc traverser l'Atlantique et réaliser mon rêve. Et justement, votre équipage sera composé en partie des membres de votre famille. Comment vous êtes organisée? Vous serez celle qui tiendra la barre. Alors en fait, vous êtes combien à partir? Et c'est quoi l'organisation pour faire cette traversée? Alors on sera 4 sur le bateau. Donc il y aura ma petite sœur Tiffaine, un ami qui s'appelle Lilian Mercier,
qui est lui aussi atteint d'une maladie, qui a une leucémie. Et donc mon papa, Cyril... un membre de votre famille à l'écran. Et donc en fait, on n'a pas vraiment de rôle défini. Souvent en bateau, on fait ce qu'on appelle des roulements, donc des quarts, où chacun se relaie. Donc c'est important de savoir tout faire, de toute façon, sur un bateau. Après, oui, il y a une partie qui est un peu plus technique. Donc mon père, qui est officier de marine marchande, prendra sûrement en charge tous les problèmes, on va dire, moteurs ou mécaniques. Voilà. Mais sinon, on va tous avoir un rôle... Enfin, on n'aura pas vraiment de rôle à bord. Ce sera... Tout le monde s'entraide en équipe. Et où est-ce qu'on pourra suivre vos aventures? Alors, on a une page Facebook et une page Instagram, donc Atlantic Rebirth. Et on a un site web où seront diffusées toutes nos vidéos que tout le monde pourra regarder en ligne, notamment les enfants à l'hôpital. Martine, que vous inspire le projet de Sybille? Je monte à bord. Tout de suite maintenant. Oui, non, c'est vraiment un beau projet et c'est sûr que le fait d'avoir été malade, donner de l'espoir comme ça fait, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire et continuer et donner de l'espoir aux autres. Ça, c'est merveilleux, surtout aux enfants. Donc, je pense qu'ils vont suivre ça avec beaucoup de passion aussi. C'est important de rester un peu enivré par des quêtes, des causes dans des périodes ça nous porte. Que l'on vit en ce moment. Ça nous porte parce que, je veux dire, l'information, elle est ce qu'elle est en ce moment. Malheureusement. Voilà, donc on ne va pas rester... et on a besoin de rêver et de se porter. Et donc là, oui, c'est un merveilleux projet. Et Sophie, comment vous rêvez, vous, aujourd'hui, dans ce monde un peu morose Oui, voilà, c'est avec des projets comme celui de Sybille, avec d'autres actions que l'on fait, soit localement, soit plus régionalement. Il y a beaucoup de partage sur les réseaux sociaux ou avec vos émissions d'actions très concrètes. Et ce sont des exemples à suivre. Sybille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Un dernier mot. De la revoir sur ce plateau. Oui, pour nous raconter. Est-ce que ça a duré combien de temps Vous pensez partir combien de temps? Alors, c'est une traversée qui dure déjà 21 jours, des Canaries aux Antilles. Et le projet, oui, donc on arrivera, je pense, en mars. Vous revenez nous raconter tout cela en mars? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sybille, pour votre témoignage et bon vent à vous. Alors, c'est un nouveau rendez-vous dans notre émission. Tous les jours, on prend des nouvelles des télétravailleurs qui travaillent de chez eux dans cette seconde vague du Covid-19. Ce matin, c'est Manuel Soroche, chargé de communication scientifique à Biogène Ouest à l'INRAE, qui répond à nos questions. Bonjour Manuel. Alors, retour en massif du télétravail, 5 jours sur 5. Jour 3, comment ça se passe? Bonjour Anne Fanté. Écoutez, c'est vrai que ça se passe bien. Alors aujourd'hui, vous avez de la chance, on a le soleil. On prend un peu notre partie. En tous les cas, moi, je m'adapte. Dans mes missions, c'est beaucoup plus simple dans la communication de passer en télétravail en 5 jours sur 5. Donc ça se passe bien. On essaie d'avoir des contacts avec les collègues par téléphone, par Skype. Donc pour l'instant, tout va bien. C'est le début. Qu'est-ce qui vous manque le plus au bureau? C'est la pause café avec mes collègues. C'est clairement, c'était des petites choses qui n'avaient pas beaucoup dont on s'apercevait presque plus à un moment, ça semblait un acquis. Et depuis le premier confinement, il y a plus ces moments d'échange conviviaux et ça manque beaucoup. Et là, c'est vraiment, je suis content d'échanger avec vous parce que ça fait plaisir. Un peu de lien social. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt télétravailleur en mode pyjama ou télétravailleur rigoureux sur sa tenue vestimentaire? Parce qu'on a tendance parfois à se laisser aller quand on est en télétravail. Je pense que je suis plutôt rigoureux à ce niveau-là parce que il ne se passe pas un jour au final où j'ai pas une visioconférence. Et puis même, moi, ça me motive, ça me structure, ça permet aussi de cloisonner le moment où on est en mode privé, perso et en mode professionnel. Ça passe aussi par le costume. Dès que j'ai fini ma journée, je change de costume et du coup, je me mets en mode plus détente. Et un conseil pour ceux qui sont en télétravail et qui déprimeraient, est-ce que vous avez des astuces à nous donner? Je pense que moi, j'achète beaucoup de chocolat. Donc ça, c'est
très personnel. Hein, j'achète des tablettes par 5. Voilà. Mais sinon, effectivement, je pense que les outils numériques, dans la mesure où on a une bonne connexion, encore faut-il en avoir une bonne connexion, ça permet de chatter, d'échanger, au pire avec au téléphone. Je pense que pour pas déprimer, moi, le travail me permet de me focuser sur quelque chose et de me faire passer la journée plus vite. Merci beaucoup Manuel Soroche d'avoir été avec nous. On prend maintenant la direction de Fougères où l'on retrouve Evan. Oui. Exactement, Evan avec Catherine au rayon bébé. Bonjour Catherine. Bonjour. Mettez bien le micro. Ah non, on ne se serre plus la main, on n'a plus le droit. Mettez bien le micro près de la bouche et présentez-nous un peu ce coin bébé. Les Restos du Cœur, c'est pas que de l'alimentaire, c'est aussi des vêtements et c'est aussi des produits bébés. Alors les produits bébés, en fait, c'est quand même de l'alimentation avec notamment le lait prématernel, quoi, pour les femmes qui n'allaitent pas. Alors on en donne chaque semaine. On donne également des couches bébés. Oui. De l'hygiène bébé, type lingette, etc. Et puis des petits pots, fruits, légumes, c'est trop etc. bon les petits pots, j'adorais ça quand j'étais bébé. Merci beaucoup Catherine, on va aller voir vos collègues dans la boutique d'à côté. Oh, vous pouvez le poser. Parce que ici, tout un petit nom. Alors ici, c'était les bébés du cœur. Maintenant, je vous emmène dans la boutique du cœur. Voilà, c'est très joli. Avec Madeleine et Marie-Claude. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu, on est en train de faire tout tomber. Racontez-nous comment fonctionne cette boutique. Alors les bénéficiaires... il faut mettre votre micro, sinon vous n'entendez pas. Les bénéficiaires arrivent avec leur carte, ils nous la présentent. Et nous, on a des fiches et ils ont droit, on leur donne un vêtement par personne dans la famille tous les 15 jours. D'accord. Et avec le Covid, on ne peut plus venir faire ces essayages. Non. On vous demande ce dont on a besoin. Donc, ils nous demandent à l'entrée et nous, on prépare des colis comme on a là. Tenez bien votre micro près de votre bouche. On leur prépare des colis, on leur met dedans ce qu'ils nous demandent, dans la mesure de nos possibilités et ce qu'on a, et on leur donne dans un sac. Et ces vêtements viennent d'où? Alors, essentiellement de dons de particuliers et aussi de partenariats, Distri Center, entre autres, qui nous permettent d'aller chercher des vêtements à leur logistique. Bon ça marche, je vous laisse mesdames, puisque mine de rien, le centre ouvre dans pas très longtemps. Merci beaucoup, vous pouvez laisser le micro, on viendra le récupérer. Et puis Gérard, on vous retrouve, on va vous courir après, vous êtes le co-responsable de ce centre de Fougères. Question d'actualité. Est-ce que, tenez, on va se rapprocher un petit peu de la caméra, est-ce qu'il faut une attestation en cette période de confinement pour venir au resto? Alors, il faut l'attestation de bénévolat des restos, ça nous permet de justifier notre déplacement dans le cadre de l'aide aux plus démunis, voilà, plus l'attestation de déplacement dérogatoire quand même. Et avec ça, les forces de l'ordre savent qu'on est bénévole au Resto du Cœur. Alors, voilà. Vous ne cherchez plus de bénévoles, il y en a suffisamment, par contre, il y en a encore besoin... Alors, il y en a besoin à Rennes, notamment dans les centres resto à Rennes et surtout sur la base logistique de la Roberdière à Rennes, tout simplement. Parce que là, il y a besoin de beaucoup de monde. Bon, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura un concert des Enfoirés cette année? A priori, oui, il est maintenu pour l'instant. Il aura lieu donc du 13 au 17 janvier à la halle Tony Garnier à Lyon. Bon parfait, voilà. Et j'espère pour toi, Infanté, que Laurie sera de la partie, puisque je sais que tu es fan de Laurie. J'étais fan à l'époque de Laurie, effectivement. Question de génération. Merci Evan, merci à toutes nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà terminé. On se retrouve demain à la même heure et au même endroit. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.